Je vous propose qu'on démarre. On aura quelques mots d'introduction par le docteur Véronique Nègre, qui est pédiatre et présidente de la POP, entre autres, et le professeur Maïté Taubert, qui est présidente de la CNREPOP et qui est aussi coordinatrice du centre Prador. Ensuite, on aura une première partie un peu plus théorique par le docteur Guénaël Dienne, qui est endopédiatre, praticien hospitalier à l'hôpital des enfants de Toulouse dans le service d'endocrinologie pédiatrique, avec une activité dans le cadre du Centre intégré de l'obésité et du Centre de référence des maladies rares Prador. Et puis, on aura ensuite une partie plus pratique, plus appliquée, avec deux retours d'expérience. D'abord, un premier cas clinique présenté par le docteur Fatia Ghemasi-Kefi, qui est pédiatre spécialisé en endocrinodiabétologie et qui est la directrice médicale du centre de santé endocrinologie, diabétologie et nutrition sommeil à Mulhouse. Et puis un deuxième cas clinique présenté par Guénaël Dienne et l'équipe du SUPEA, Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à Toulouse, avec Julie Andanson, qui est psychiatre, Ingrid Arbelot, qui est psychomotricienne sur l'unité lieu d'accueil de partenariat et de soins du SUPEA, et Céline Vérac, qui est infirmière dans cette même unité. Voilà pour le programme. On va essayer d'avoir ensuite un temps d'échange sur la dernière demi-heure. Donc, vous pouvez noter vos questions au fur et à mesure dans le chat et puis je les relayerai à la fin. Je laisse la parole à Véronique pour un petit mot d'introduction. Merci. Merci beaucoup Blandine pour ce premier point. Et je suis vraiment très très heureuse de lancer ce webinaire porté par donc la POP et la plateforme de ressources Banco. Je vais être très très rapide, hein. Je remercie tous les intervenantes parce que je crois que c'est très féminin ce webinaire. Et Blandine aussi, Melway, qui a coordonné toute son organisation. Et c'est pas toujours facile de trouver des créneaux horaires qui conviennent à tout le monde. J'espère, et je le sais d'ailleurs, que ce webinaire n'est que le premier d'une série que l'on mettra à disposition sur la plateforme. Cette thématique est particulièrement intéressante et souvent peu traitée. Et pour en dire quelques mots supplémentaires, je laisse la parole à Maïté, à Maïté Taubert. Merci Véronique. Bonjour à tout le monde. Oui, on espère que ce sera le premier d'une longue série. Alors, ce que on va vous montrer ici, c'est que c'est une expérience longue. Je dis ça pour les plus jeunes peut-être, ou ceux qui n'auraient pas à disposition toutes les ressources qu'on a eu la chance de mettre en place depuis 20 ans d'un réseau REPOP à Toulouse, qui est maintenant une structure régionale qu'on appelle CERO. 20 ans l'année prochaine du centre de référence Prador. Donc voilà, c'est quelque chose qui se construit, mais c'est ça un peu l'idée, c'est montrer tout ce qu'on peut faire pour améliorer les prises en charge. Et je pense que je vais faire très court le cas clinique qui va vous être présenté, la revue un peu théorique que va faire Guénaël Dienne, et puis l'expérience aussi de Fatia. Ça fait longtemps qu'on discute de ça aussi avec Fatia et son équipe, va montrer que voilà, il y a quand même un cadre à comprendre d'abord, à mettre en place. Ensuite, il y a cette multidisciplinarité, donc ces collaborations. Et je crois que le mot de la clé, le mot de la fin, c'est mettre du sens en fait. C'est-à-dire que parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la charge en soins, hein, le soin supplémentaire, il n'a de sens que s'il a de l'efficience et s'il est pertinent. Et je crois que c'est tout ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et je suis ravie moi aussi de ce webinaire vraiment. Donc je vais me mettre à côté. Je reste tout près de Guénaël Dienne et je vais vous écouter. Voilà, donc je remercie donc Maïté pour cette introduction donc de cette obésité et troubles du neurodéveloppement. Je vais mettre en plein écran de notre équipe pluridisciplinaire. Donc je voudrais vous dire que finalement, pourquoi s'y intéresser? Donc cet article de 2017 reprend dans une équipe spécialisée que ce profil de personnes, d'enfants avec obésité et troubles du neurodéveloppement, c'est 30% finalement des patients que nous recevons et vont voir même probablement plus dans notre équipe actuellement aujourd'hui. Pourquoi finalement ces enfants-là ont une prévalence de l'obésité importante? Cet article qui est ancien de 2014 est tout de même très intéressant parce qu'ils se sont attachés
pour des adolescents de 12-17 ans. Si on prend la prévalence des enfants sans trouble du neurodéveloppement, 13%, on voit qu'ils ont dissocié un petit peu les autres troubles associés. Avec le trouble autistique, on est donc à 3 fois plus, 31%. Et puis, ils ont séparé des enfants avec difficultés d'apprentissage et troubles du comportement ou avec déficience intellectuelle sans trouble autistique, voire avec troubles déficitaires de l'attention et hyperactivité. Si on reprend une étude plus récente de 2022, aussi sur ces cohortes d'enfants et adolescents de 10-17 ans, prévalence de l'obésité 15% dans la population ordinaire, 15% avec troubles du spectre autistique, 25% pour cette cohorte, mais ils n'ont pris que des enfants qui n'étaient pas en institution, donc avec une prévalence moindre dans ce cas-là, ce qui est connu. Si on reprend d'autres articles, il y a une méta-analyse récente, donc en 2022, si on prend la colonne donc, de prévalence, donc pour l'appellation contrôle d'obésité, avec de nombreux articles, des prévalences qui peuvent être un peu différentes selon finalement la population dont ils s'occupent, mais globalement, la prévalence dans le groupe avec trouble du spectre autistique est toujours augmentée autour de 3 fois, 2,5 à 3 fois par rapport à la population générale. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup plus à risque de prendre du poids. Et comment on les voit, ces enfants, arriver à nos consultations spécialisées? Eh bien, c'est des enfants qui ont une obésité précoce dans l'enfance. Alors, pas toujours aussitôt. Cet enfant-là n'a pas de rebond d'adiposité. C'est souvent ceux pour lesquels on est tous plus alertés, qui nous sont adressés dans des centres spécialisés. Ça peut être des obésités qui apparaissent plus secondairement, voire à l'adolescence, selon un petit peu le type de trouble de neurodéveloppement. Et puis, il faut s'intéresser à la croissance parce que l'obésité seule ne permettra pas d'avancer sur la compréhension pour ces enfants. Et cet enfant-là, ben, vous le voyez, prend du poids. Il reste de petite taille à moins de dérivation standard. Et puis, il n'y a pas d'accélération de sa vitesse de croissance naturelle, ce qu'on peut voir le plus souvent dans l'obésité dite commune, mais maintenant d'autres situations d'obésité. Et puis, il faut bien sûr regarder le périmètre crânien pour nous aider à nous orienter vers une cause. Sur cette obésité précoce, donc on a vu qu'il faut regarder le rebond, à quel âge a-t-il été, comment identifier ce type d'obésité, est-ce qu'on retrouve des choses en période néonatale, voire anténatale avec une hypotonie, des troubles par exemple de l'alimentation très précoce, est-ce qu'il existe des troubles endocriniens avec un problème de taille, soit une mauvaise accélération, soit une petite taille, ou des signes déjà d'hypogonadisme, et chez le garçon la cryptorchidie est aidante, voire le micropénis. Quel en est-il du trouble du comportement alimentaire? On a souvent du mal à être assez précis pour pouvoir ne pas faire un espèce de fourre-tout. Hein. Ils n'ont pas tous le même trouble du comportement alimentaire. Est-ce qu'il s'agit d'une sélectivité et ou d'une hyperphagie ou d'un trouble de la satiété? Les anomalies développementales, qu'en est-il? C'est parfois plus complexe pour des médecins. Il faut pouvoir s'aider de professionnels. Est-ce qu'il a un trouble du spectre autistique, des troubles de type déficitaire de l'attention et hyperactivité, un trouble de la déficience, un trouble intellectuel ou d'autres associés? Existe-t-il des anomalies sensorielles et des malformations? Et là, des examens complémentaires vont nous permettre de confirmer ou infirmer d'autres malformations associées. Donc, nous avons écrit avec la coordination de Christine Poitou, une de nos collègues, dans le cadre du centre Prador, hein, qui est à la Pitié-Salpêtrière, qui s'occupe des adultes, ce PNDS sur les obésités de cause rare, qui a permis de travailler avec précision, et je vous invite à le consulter, parce que les syndromes sont nombreux. Vous voyez, c'est un continuum entre l'obésité précoce, trouble du comportement alimentaire, ce trouble de neurodéveloppement, avec des syndromes connus qui sont donc identifiés, des nouveaux gènes qui nous permettent de bien comprendre que ça peut être intriqué, ce trouble de neurodéveloppement et l'obésité, et puis des éléments génétiques qui sont peut-être moins, pour lesquels finalement l'implication n'est pas aussi forte. Alors, les collègues, et nous sommes dans le centre Prador, on participe à la filière déficience, défi de la science, pour permettre de mieux comprendre finalement ces personnes porteurs d'une trouble de neurodéveloppement rare. Et tous ces enfants que nous voyons sont porteurs finalement de ce trouble de développement rare, en l'occurrence, si on est porteur par exemple d'un trouble autistique. Et donc, il y a l'autisme, il y a le trouble du développement intellectuel, les troubles déficitaires de l'attention hyperactivité, toutes les 10, quelles qu'elles soient, mais ce n'est pas non plus un fourre-tout. Il faut pouvoir les identifier parce que ça aura un impact dans la prise en charge de l'enfant et dans l'enfant dans ce qu'il est. Pour la filière, finalement,
L'importance, nous avons travaillé avec eux dans ce centre de référence associé. Une démarche diagnostique est importante et une évaluation commune de ces personnes en dehors de l'handicap cognitif chronique. Ils peuvent avoir des surhandicaps associés avec des problèmes moteurs, des problèmes comportementaux. Et l'important est de pouvoir faire un diagnostic étiologique. Certes, nous le faisons pour des syndromes, mais même dans un syndrome, finalement, ce qui va nous importer, c'est l'approche fonctionnelle. Qu'en est-il de cette personne? Ils peuvent être différents. Et de la même manière, même si nous n'avons pas de cause génétique, il faut pouvoir s'attacher à ce diagnostic fonctionnel que les collègues pédopsychiatres et les équipes, par exemple, dans des hôpitaux de jour, connaissent davantage, puisqu'ils s'attachent bien à ça pour les accompagner et améliorer leur développement. Et donc, nous avons participé, en l'occurrence, plus spécifiquement, Mélanie Glattard, notre psychologue, et Dr Sophie Sabal dans le centre Prador, à l'évaluation, à la mise en place, pardon, de ce guide fonctionnel qui permet, avec des outils, de mieux connaître, de mieux évaluer quel est finalement cet enfant et quelles sont ses difficultés propres. Cela peut paraître complexe, mais il est intéressant de s'y retrouver, ce d'autant que on peut se rapprocher des équipes pédopsychiatriques pour lesquelles ils sont suivis, des CESAD et des CAMS, pour lesquels finalement ce diagnostic fonctionnel en général est réalisé, mais probablement pas dans sa totalité, mais je vous invite à le regarder. Donc finalement, en dehors de l'étiologie et de cette approche de cette obésité, ce qui va nous intéresser pour comprendre cette obésité, ben finalement, c'est de faire un diagnostic éducatif. On y pense beaucoup plus largement pour les enfants porteurs d'une obésité dite commune, mais il faut le faire aussi pour ces enfants porteurs d'obésité avec troubles du neurodéveloppement. Quel est le sens de l'obésité pour la famille? Est-ce que c'est pour eux, finalement, leur inquiétude au premier plan? Souvent pas. Donc, il faut pouvoir justement travailler cela et en lien avec les équipes de proximité. Quelle est sa vie quotidienne dans son environnement? En quelle mesure la maladie, ce que présente l'enfant, est un fardeau? Quelle est la charge mentale des parents? Et bien sûr, ses compétences en activité, est-il très sédentaire? Comment est-il capable de s'occuper? Comment va-t-il sur un IME? Est-il en VSL? Tout ça, finalement, va nous permettre de nous aider dans la prise en charge de cet enfant dans cette famille. Quels sont les suivis en éducation qu'il a? Et la famille, qu'en est-il? Et souvent, on est tellement envahi nous-mêmes en tant que soignants sur l'enfant et son trouble de neurodéveloppement qu'on en oublie cet aspect-là. Finalement, qu'en est-il de sa structure? Existe-t-il une fratrie? Ses parents travaillent-ils? Quelles sont leurs disponibilités? Puisque on peut faire le lien avec le fardeau de la maladie. Le comportement alimentaire aussi de cette famille et quelles sont leurs relations et les liens avec les structures d'accompagnement pluridisciplinaire avec l'école et l'IME. Donc, prendre en charge un enfant en situation d'obésité avec trouble du neurodéveloppement, c'est s'occuper d'un enfant en situation d'obésité complexe pour lequel il faut pouvoir être en lien avec des centres donc référents et habitués, mais être en lien puisque ces enfants vont revenir dans une suite de proximité et donc finalement apprendre à travailler ensemble, avoir cette évaluation pluridisciplinaire dans des centres spécialisés avec l'aide d'un pédopsychiatre et un psychologue pour aider les soignants dans ces éléments plus spécifiques, avoir un diagnostic éducatif de l'enfant et de sa famille en lien avec les acteurs de la prise en charge de proximité de ce trouble de neurodéveloppement et avoir une prise en charge adaptée à l'enfant et sa famille. Pour cela, eh bien, on n'est pas seul, hein, vous n'êtes pas seul. Il existe des centres spécialisés comme les centres de référence maladies rares Prador. Donc, vous voyez ici les sites avec les nouvelles relabilisations, mais aussi pas que cela, hein, tout ce qui est rattaché. On est souvent en lien avec les CSO, CIO, hein, c'est partie souvent des mêmes équipes, d'autres centres de référence, par exemple de la filière déficience, et puis les équipes relais handicap rare qu'on connaît moins, les réseaux REPOP, certains ont vraiment développé aussi un accompagnement. Et donc, tout cela permet évidemment d'avoir des personnes autour qui vont pouvoir permettre de mieux comprendre et accompagner ces enfants et cette famille. Voilà, je vous remercie. On va donc laisser la place à Fatia, je crois, pour le deuxième cas clinique. J'ai mon écran. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. On t'entend, c'est bon. Parfait. Très bien. Alors, dans l'idée, moi, je vais vous présenter une situation clinique pour illustrer un petit peu les propos de Gwenaëlle. Voilà, on laissera les questions-réponses pour la fin.
Alors, les enjeux en termes de chiffres, vous les connaissez tous, hein, une épidémie qui s'était stabilisée les dernières années et qui a une tendance à réaugmenter après l'effet post-Covid, et avec une population qui reste en grande difficulté à partir du moment où on est dans des situations complexes avec déficience intellectuelle, et voir des chiffres qui peuvent augmenter jusqu'à 50% quand les enfants présentent des signes du spectre autistique. Ce qui représente en fait des situations de surhandicap et qui peuvent complexifier encore nos prises en soins. Et donc l'idée, c'était un peu de réfléchir à quel type d'accompagnement éducatif et transdisciplinaire. Je t'interromps une seconde, Fatia. On voit pas, Oui. on te voit pas. On voit ta présentation, mais on ne te voit pas. Alors Ah, qu'on te je n'ai voyait pas tout ouvert à la l'heure. caméra. Là? Voilà, là on te voit. Ça y est, ce Ah, sera plus agréable pour te suivre. Merci, Fatia. d'accord, très bien. À côté de cette notion-là, ce qui me paraissait important, c'est qu'aujourd'hui, on entend aussi dans tous les textes un peu réglementaires qui sortent parler de parcours de vie, parcours de soins. Et je trouve que cette notion, elle est encore plus importante à partir du moment où on s'occupe d'enfants en situation de déficience intellectuelle, parce que on va mélanger le versant médical avec le médico-social et pour nous soignants, ça nous oblige un petit peu à ouvrir notre champ en fait de visibilité. Et donc moi, je vais vous parler de Jules, hein, c'est un pseudonyme, en vous parlant un petit peu des aspects de sa vie au travers de notre approche éducative. Donc Jules est né le 24 mars 2010. Il est le benjamin d'une famille de 3 enfants, dont une sœur qui a été placée en foyer, un frère qui est autiste, qui est en IME. Il est issu d'une famille monoparentale. Et là, la particularité, c'est que c'est le papa qui s'occupe de lui, la maman ayant quitté le domicile familial en 2010 suite à des violences familiales. Il y a une mesure d'AME judiciaire qui est intervenue en mai 2017. Il a été placé dans une maison d'enfants en novembre 2017 et il passe les week-ends et la moitié des vacances scolaires chez son papa. Il est suivi dans un CMPP depuis l'âge de 7-8 ans avec une prise en charge psychomote et psychopédagogie. Le début de la prise en charge dans notre structure s'était fait en septembre 2021. Le papa était absent aux journées d'accueil. On avait dans les antécédents paternels un diabète de type 2, dans les antécédents de Jules un asthme d'effort. Il n'y avait pas de retard du développement psychomoteur, la présence de complications avec des signes fonctionnels respiratoires, une adipomastie, un génovalgome. L'IMC était à 27,8 à l'inclusion, ce qui faisait un Z-score à 3,83. Et à la synthèse de notre journée d'accueil, on avait noté la nécessité d'explorer les troubles du sommeil, un temps d'écran qui était important, des quantités alimentaires qui étaient importantes, une faible estime de lui, une instabilité sur le plan psychique et une dyspnée à l'effort. En regard, vous avez sa courbe de corpulence. Alors, comme on n'a pas la possibilité de pouvoir échanger, je vous ai mis en évidence les éléments en fait de vigilance dans le parcours de soins de ce patient-là, et en tout cas qui avaient assez vite interpellé notre vision du suivi. Voilà, une instabilité sur le plan familial avec différents facteurs qui nécessitaient d'avoir une attention particulière, et le fait que la justice soit également un partenariat à envisager, ainsi que le soin au niveau du CMPP. Dans la suite de l'anamnèse, on avait pu déplorer l'absence du papa sur les journées d'accueil, hein, ce qui questionnait en tout cas pour nous l'implication par la suite dans le cadre des visites qui étaient faites sur les week-ends et sur les vacances scolaires. Et puis, toute la situation médicale qui avait engendré aussi une inquiétude de la part des équipes soignantes. Donc, quand on s'interrogeait à ce moment-là sur les partenariats qui étaient à mobiliser, on avait en ligne de mire le père, l'aide sociale à l'enfance, l'éducateur référent ou parfois les éducateurs référents dans les structures, le CMPP et les enseignants référents pour pouvoir essayer d'avoir une vision comme ça un peu générale de la situation. Dans quels objectifs, finalement, c'était d'essayer de définir avec eux les objectifs de soins en lien avec ses capacités, d'essayer d'harmoniser les pratiques entre les différents lieux de vie de l'enfant, et puis d'essayer d'harmoniser tout ça au sein de son parcours de vie. Quels étaient les outils qu'on avait à notre disposition à ce moment-là? C'était principalement les rendez-vous de consultation,
les participations aux séances d'éducation thérapeutique avec les aménagements qu'on avait pu mettre en place sur l'accompagnement des enfants en situation de déficience intellectuelle. Un gros travail de coordination pour essayer de récupérer un maximum des éléments, des comptes rendus et des contacts téléphoniques avec les différents partenaires. Et là, vraiment, je vais attirer votre vigilance sur le fait que souvent, en faisant ce travail-là qui paraît extrêmement chronophage, on peut gagner un petit peu du temps sur la suite et je tâcherai de vous en montrer en tout cas un exemple dans la suite de mon propos. Et puis, ce qui me paraît aujourd'hui fondamental, c'est la mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaire afin de pouvoir croiser les regards et puis à la fois nous permettre d'harmoniser nos discours, mais aussi de définir les priorités. Pour la suite de l'histoire, en juin 2022, il y a eu une évaluation qui a été faite par une psychologue qui montrait un quotient intellectuel hétérogène et des difficultés sur le plan de la dysgraphie, des troubles de la communication et de l'adaptation. En septembre 2022, une ergothérapeute a fait son évaluation montrant un déficit principalement de la coordination motrice. Et en 2023, il est passé au niveau du centre de recherche autistique qui a permis de confirmer la présence d'un trouble du spectre autistique avec une déficience intellectuelle légère, avec des points de vigilance qu'on a pu noter dans le rapport, mais qu'on avait déjà repéré, la faible estime de soi, le manque de confiance en lui, un risque dépressiogène et une vulnérabilité sur le plan social. À un moment donné, le retour est envisagé au domicile du papa en semaine et de manière progressive. Et l'école fait un retour sur le fait que cet enfant est en échec scolaire parce qu'il était de manière régulière absente. Et un GEVASCO a été réalisé qui montre que même si la classe de 6e et 5e s'est relativement bien passée, on note un mode d'appétence pour cet enfant dans la scolarité et que le départ de la sœur du collège a créé un changement d'attitude avec une perte de la motivation. De la même manière, on a essayé de voir en fonction de chaque situation les propositions qu'on pouvait essayer d'adapter. Et à ce moment-là, il a paru intéressant pour notre équipe d'essayer de se dire on pouvait envisager un travail individuel qui permettrait certes à Jules d'avancer dans certaines thématiques, mais que si on décidait de mettre en place des activités collectives, il était nécessaire qu'on puisse les sécuriser du fait de ces fragilités pour éviter de le remettre en difficulté de manière plus importante et qu'en termes de niveau de recours, il fallait qu'on garde en ligne de mire la possibilité de l'orienter vers un niveau 3, type les SSR. De la même manière, au regard en fait de cette grande fragilité sur le plan psychique, à ce moment-là, on avait envisagé un accompagnement psychologique, mais complémentaire de celui qui avait été mis en place au niveau du CMPP, parce que les éléments de travail n'étaient pas tout à fait les mêmes, et on a proposé en fait des activités un petit peu plus orientées sous forme de médias artistiques. Quand le retour à domicile avait été envisagé, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on réussisse, même si on était passé par la voie de la justice pour l'arrivée aux soins sur l'obésité, de ramener le papa de manière un peu plus assidue sur le suivi. Et en tout cas, une des accroches qu'on avait pu imaginer à ce moment-là, c'est que le papa pouvait être sensible à la question de l'alimentation parce que lui-même avait un diabète de type 2 et devait avoir la nécessité en fait de s'approprier certaines compétences. Et par rapport à la situation en fait de l'échec scolaire, il nous est apparu à ce moment-là, au regard de la complexité finalement de la situation, de se dire qu'il fallait essayer au maximum de raccorder les rendez-vous de consultation pour ne pas surcharger encore plus l'offre de soins. Là, je vous ai montré un exemple de son GEVASCO et ce qui me paraissait important en fait de noter, c'est que les structures de type Ulysse, IME ou CESAD ont l'habitude d'utiliser ce type de document-là, que moi, jusqu'à priori, en fait, je n'investissais pas de manière aussi opérationnelle et qui peuvent nous donner des éléments d'information très pertinents pour nous faire gagner un petit peu du temps
sur les propositions thérapeutiques. Et notamment, vous voyez là un diagnostic qui est fait sur les difficultés à utiliser les traces écrites, que c'était un enfant qui était un petit peu plus lent pour les apprentissages et qu'il fallait vraiment plutôt chercher à le mobiliser. À ce moment-là, il avait été décidé d'une orientation en Ulysse et le dossier MDPH a été déposé avec la possibilité de mise en place d'une AVS. Donc, en fait, pour résumer cette situation, pour nous, il y avait plusieurs zones de vigilance. La première, c'était de chercher à répondre à un besoin pour permettre d'organiser la priorisation. Donc, on avait une demande qui émanait de la justice pour des soins concernant l'obésité, mais qui pouvait ne pas apparaître comme étant prioritaire au vu de toute la situation sociale. Ce qui nous paraissait aussi important, parce que c'est quelque chose que vivent en tout cas les familles qu'on est amené à accueillir dans notre structure, à partir du moment où elles ont une trajectoire de vie portée par la question en tout cas de la déficience intellectuelle. Je trouve que la charge mentale de ces patients et de l'entourage est encore plus décuplée du fait un peu encore de la fragilité qu'on a à essayer de collaborer et d'organiser ces parcours entre le sanitaire et puis le médico-social. Et puis la troisième vigilance, c'est qu'il faut vraiment que nous, professionnels, on soit conscients que ces partenariats sont extrêmement fragiles, qu'ils peuvent évoluer de manière très rapide, étant donné que dans les situations de structures médico-sociales, il y a un turnover au niveau des professionnels, ce qui nous amène à régulièrement redéfinir les axes de travail. En tout cas, les grands messages à retenir, c'est que quand on commence à prendre soin d'enfants en situation d'obésité avec déficience intellectuelle, c'est une vraie théorie de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on commence à ouvrir une porte et petit à petit, on va en découvrir de plus en plus. Et donc, c'est un exercice qui va être exigeant pour essayer de garder quand même cette vue de prise en soin globale. L'environnement est encore plus important du fait de la multitude de lieux de vie dans lesquels l'enfant va être amené à circuler et que si on veut à un moment donné réussir à avoir une cohérence dans le parcours, il est indispensable d'avoir un vrai travail de coordination avec les différents partenaires. C'est un exercice qu'on ne peut pas réaliser d'une manière seule. Il y a vraiment un travail pluridisciplinaire et transdisciplinaire qui est à réaliser, avec cette notion dans l'éducation thérapeutique, de contrat d'éducation, c'est-à-dire de réussir à un moment donné à définir avec le patient nos priorités de santé, mais aussi les leurs, pour essayer d'avancer à leur rythme, et avec vraiment la notion d'objectif éducatif et de compétences qui sont sans cesse à réévaluer au fur et à mesure des événements de vie et de trajectoire que le patient est amené à rencontrer. Voilà, je terminerai là-dessus et j'espère que voilà, les échanges seront riches. Toutes les photos sont issues d'un joli ouvrage que je vous invite à consulter. En tout cas, je trouve que cette petite image illustre bien la vision que je peux avoir de la déficience intellectuelle. Je vous remercie. Arrêtez mon partage pour laisser la place à l'équipe suivante. Merci, Fatia. Voilà, donc on a prévu en effet de partager l'ensemble des questions à la fin de ces présentations. Donc, je vais présenter et surtout solliciter l'équipe de l'UPA sur le CHU de Toulouse avec le docteur Julien Danson et donc deux de ses collègues, Madame Arbelot, psychomotricienne, et Madame Bérac, infirmière, sur cette structure au sujet d'un patient qu'elles nous ont adressé. Donc, je vais commencer mon propos à partir du moment où elles nous l'ont adressé et je leur passerai ensuite la parole sur la suite de ce cas clinique. Donc, il s'agit de Mathis, que l'équipe de pédopsychiatrie nous a adressé vers l'âge de 6 ans, 8 mois. C'est un enfant qui est né à terme. Donc, voilà, mon propos est de savoir, moi, en tant que professionnel sur le CIO Prador, est-ce que je peux faire comme évaluation et diagnostic. Il n'a pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux notables. Sur le plan neurodéveloppemental, il a un trouble du spectre autistique avec un trouble de développement intellectuel et du langage. Sur le plan de son trouble du comportement alimentaire, il a une sélectivité.
On me dit, voilà, il ne mange pas de légumes, et hyperphagique, avec parfois tout de même une impression de trouble de la satiété. Il va se servir sans cesse s'il n'est pas contrôlé un peu dans la cuisine. Il est pris en charge en hôpital de jour depuis l'âge de ses 6 ans, avec dès la petite section maternelle, une AVS. Et donc, il a redoublé sa grande section maternelle. Sur le plan familial, sa maman est en situation d'obésité, avec un IMC à 35, elle présente un trouble de l'humeur, enfin un trouble de l'humeur, pardon. Le papa est non obèse, il existe du diabète de type 2, de l'HTA, des choses assez banales finalement. Donc cet enfant, lorsqu'on le reçoit, vous voyez qu'il n'a pas de rebond d'adiposité à droite. Hein. Il dépasse l'IOTF 25 à l'âge de 10 mois, et puis juste après l'âge de 1 an, il dépasse l'IOTF 30. Taille cible pour l'instant. Et donc, ma réflexion va être de se dire, finalement, cet enfant, il présente une obésité précoce sans malformation associée, avec ce trouble du spectre autistique et cette déficience intellectuelle. Et nous n'avons pas retrouvé d'anomalie endocrinienne ni de malformation hypothalamo-hypophysaire. Dans une première évaluation, en faisant de manière systématique du fait tout de même de la possibilité de trouver des choses, l'ACPA et l'X fragile, et les deux examens, donc l'APA, hein, c'est donc un stéréotype très haute résolution qui permet de trouver des délétions et des duplications, est normal. Et puis, comme la maman était en situation d'obésité, nous avons tout de même fait le gène MC4R parce qu'on peut être associé avec cette obésité, cette mutation qu'on peut retrouver 3 à 5% des obésités précoces dans des situations d'obésité qu'on dit plutôt obésité commune. Et donc, dans ce cas-là, se dire est-ce qu'on n'est pas dans deux situations associées, ce trouble du spectre autistique et la mutation du gène MC4R. Ceci était normal. Et l'étude de l'exome, du coup, est en cours actuellement, compte tenu de ce trouble du spectre autistique associé avec ce trouble des déficiences intellectuelles. Donc, après cette première évaluation, on a discuté avec les familles l'amélioration de l'équilibre des repas, la diversité, comment augmenter l'activité physique au quotidien, comment accompagner les changements par les parents. C'est donc le seul enfant du couple, les parents pas forcément très inquiets de son obésité initialement, mais qui, vous voyez, ont mis en œuvre des choses puisqu'on a une amélioration, puis des événements avec des réaggravations, une amélioration, donc il y a eu le Covid avec cette première réaugmentation chez ces enfants à cette période-là où les situations étaient complexes à la maison, où les équipes ont été en lien beaucoup, mais donc il a repris du poids à ce moment-là. Une amélioration secondairement, et puis tout de même, de nouveau, une réaggravation, et donc pas d'amélioration dans le temps. Donc, suite à ça, du coup, voilà, l'équipe, donc avec le docteur Andansan, a pensé à un accompagnement qui est donc sous forme de TP. Donc, je laisse la parole et je passerai diapositive, Julie, quand vous me demanderez. Merci. Donc, nous accueillons Mathis pour la première fois lorsqu'il est âgé de 9 ans. Et donc, notre première, la première évaluation qui va être faite sur l'hôpital de jour, on va faire un peu un état des lieux sur ses particularités de fonctionnement. Donc, c'est un enfant, comme le disait Gwenaëdienne, qui présente un trouble du neurodéveloppement complexe, qui associe un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du développement intellectuel et un trouble du langage. Et donc, dans le cadre du soutien à sa scolarité, est mis en place un accompagnement pluriprofessionnel en hôpital de jour. Donc là, tu peux passer la suivante. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Alors, donc, quand nous avons fait le point avec le service d'endocrinologie, on a pu discuter de comment la problématique liée au trouble du neurodéveloppement pouvait avoir un impact sur son obésité. Donc, il y a effectivement cette sélectivité alimentaire qui était très importante, mais également des difficultés qui étaient constatées, qui avaient été évaluées sur la prise de conscience de son corps. Un manque de tonicité, aussi une hypotonie et une tendance donc à rester assis spontanément,
Et d'un autre côté, une impulsivité, une difficulté de régulation sur le plan moteur qui entraînait du coup une forme de mouvement qui était très impulsif, mais du coup avec un essoufflement très rapide et un manque d'endurance qui était lié à cette impulsivité. Et puis un intérêt restreint pour les écrans qui favorisait donc la sédentarité. Donc les difficultés de généralisation étaient aussi constatées par rapport à ce qui pouvait être mis en place au niveau de l'hôpital de jour, puisque nous, on faisait quand même le constat au quotidien en discutant avec la famille d'une sédentarité au domicile et d'une difficulté pour Mathis à pouvoir changer ses routines et donc pouvoir intégrer dans ses routines plus de passages sur l'extérieur, une difficulté aussi de la famille à limiter les apports alimentaires de Matisse. Donc finalement, le fait comme ça d'être en lien avec la famille nous a permis de faire un état des lieux aussi de ce qui dans l'environnement pouvait être un facteur de frein pour une prise en charge de l'obésité, mais aussi réfléchir du coup à des objectifs de mobilisation de ces facteurs environnementaux. Du coup, la problématique d'obésité a vraiment été intégrée dans l'accompagnement de l'hôpital de jour avec un objectif commun avec le service d'endocrinologie de stabilité du poids qui était considéré comme prioritaire dans le projet d'accompagnement en accord avec la famille et également la mise en place de visites à domicile pour mieux comprendre les habitudes de Mathis. Donc ça, c'est visites à domicile qui ont été faites par les membres de l'équipe. Et puis aussi l'importance donc de s'appuyer sur le caractère et les atouts de Mathis. On parlait tout à l'heure de ce bilan des compétences fonctionnelles et donc ça a été important de faire le point sur les facteurs qui allaient nous permettre de mobiliser cet enfant et sa famille. Donc, il y a eu trois grands axes qui ont été menés en parallèle. Un travail qui a été mené autour de l'alimentation sur l'hôpital de jour, un travail autour de la dépense physique et un travail de lien et de coordination avec la famille. Donc, du coup, le travail autour de l'alimentation, ça a été surtout de la sensibilisation à l'équilibre alimentaire. Cette sensibilisation s'est faite sur trois grands temps, on peut dire, sur le laps. Donc, il y avait un premier temps où c'était en prise en charge individuelle avec Mathis, donc c'était un adulte et Mathis. Un autre temps sur des repas collectifs avec ses pairs, et c'était un repas thérapeutique avec aussi des professionnels. Sur un troisième grand temps qui était les ateliers cuisine qu'on a mis en place pour Mathis. Donc, sur les temps de prise en charge en individuel, en fait, ce qu'on a beaucoup utilisé, c'était des supports visuels et ludiques, comme vous pouvez voir en haut à droite, par exemple, sous forme de loto, avec voilà, ce qui nous a permis de voir, d'évaluer les connaissances de Mathis et d'apporter des nouvelles connaissances concernant l'identification des aliments, si c'était un fruit et un légume ou autre chose, et aussi de permettre la catégorisation. Il y a d'autres supports qu'on verra sur la diapositive suivante, mais voilà, on a utilisé ce type de support. Là, par exemple, vous voyez, il y a donc à gauche la catégorisation avec les fruits et les légumes, et sur la droite, un support qui est artisanal, hein, qui est parti de la pyramide alimentaire, qu'on a un petit peu décomposé et qu'on a mis de manière à ce qu'on puisse l'utiliser nous, de manière soit autonome par Mathis, soit de manière pour permettre des échanges avec l'identification, avec l'adulte, de prendre par exemple un pictogramme et déjà d'identifier l'aliment et après de le catégoriser sur les différentes planches. Ce qui a pu être fait également, c'était sur les... Alors non, il faudrait revenir à celle d'avant, s'il vous plaît. Encore avant. Voilà. On a aussi travaillé sur les temps de repas en collectif. Alors, c'est des petits groupes, hein. Souvent, il y a 3-4 enfants. Et
et un ou deux adultes, souvent deux adultes. Et en fait, on a pu utiliser le type de support qui est en bas à droite. C'est un set de tables avec dessus la composition un peu idéale d'un repas. Et donc, on a pu essayer de généraliser avec Mathis ses connaissances pendant les repas afin qu'il identifie un petit peu ce qu'il avait dans son assiette et après de voir aussi travailler sur les quantités, les notions de quantité avec justement ce visuel, ce support qui est visuel. Donc, et les repas aussi ont permis par un biais de modeling avec les adultes et avec les enfants, d'accepter, enfin que Mathis accepte de goûter des aliments qu'il ne connaissait pas. Et au final, de se rendre compte que il y en avait qu'il aimait, essentiellement des légumes. Donc ça a permis de les introduire de cette manière-là. Et enfin, alors il faudrait passer deux diapos. Voilà. Et enfin, voilà, après, on a mis le troisième temps, c'était les ateliers cuisine. Alors là aussi, l'atelier cuisine, hein, c'est quelque chose qui s'est fait sur au moins 2 ans, puisque la première année, on avait fait un atelier cuisine, donc c'était vraiment un petit groupe avec 2 enfants et 2 adultes, donc 2 enfants qui avaient la même problématique. L'idée était d'introduire des légumes différemment que sous la forme brute. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de recettes attrayantes pour les 2 enfants. On pouvait parler de pizza, de tarte salée, de ce genre de choses. Et la seule contrainte, c'était qu'il fallait qu'il y ait un légume ou un fruit, en fonction de si c'était un plat ou un dessert. Donc voilà, donc on a pu faire par exemple des croque-monsieur qui se sont transformés en croque-soleil avec de la tomate à l'intérieur. Enfin, voilà, ce genre de recettes qu'on a actualisées en fonction des enfants. Et en fait, ce qui était cuisiné par les 2 enfants était ensuite partagé sur le temps de repas sur le laps. Donc, il y avait aussi une certaine valorisation avec les autres enfants. Et la deuxième année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait l'atelier cuisine et que cette fois-là, c'était pas partagé, donc c'était les mêmes modalités, hein, c'était petits groupes avec obligation de mettre un légume ou un fruit. Et en fait, cette fois-là, ce qui se passait, c'est qu'on a intégré la famille, que en fait le plat n'était plus partagé sur le temps de repas sur le laps, mais la moitié du plat était amené par chacun des enfants au domicile pour faire goûter à leur famille et pour essayer un petit peu la généralisation au domicile. Et donc voilà, donc on a fait plusieurs recettes qui étaient très simples, hein. À chaque fois, c'est des recettes très simples. Et cette deuxième année, on a également mis en place le cahier de cuisine qu'on va voir sur la diapositive suivante, qui a permis du coup c'est un cahier qu'on a fait, un cahier très simple, hein, sur lequel on a mis on mettait les recettes qu'on faisait. Donc, c'est vraiment des recettes qu'on actualisait, nous, en fonction des enfants et de ce qu'on voulait préparer. Et à la fin de ce cahier, il y avait un tableau qu'on a mis en place avec la recette, avec si Mathis l'avait mangé ou l'avait pas mangé, si la famille l'avait mangé ou pas mangé, et avec la notion de j'aime et j'aime pas. Et sur le côté, une petite case de commentaires pour que la famille puisse nous faire des retours. Pour le coup, cette famille a beaucoup investi ce cahier, pouvant nous dire également que les recettes pouvaient être, qu'ils pensaient qu'ils allaient le refaire. Donc voilà, une grosse valorisation aussi de la famille quand ils nous disaient qu'ils avaient refait certaines recettes. Nous, ça nous a permis de dire, voilà, d'encourager et l'enfant et la famille. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place avec une bonne participation des parents également, une valorisation de Mathis sur ces temps-là. Voilà. Donc, moi, je suis la psychomotricienne du service et je vais vous parler un peu de l'autre axe de travail qu'on a quand même beaucoup travaillé avec Mathis, qui était autour de la dépense physique. Donc, à son arrivée, Mathis était quand même un enfant en grande difficulté motrice, qui avait une perception corporelle très mauvaise et qui parvenait pas du tout à réguler son effort, ce qui amenait, comme le disait le médecin juste avant, un essoufflement et une fatigabilité très intense et surtout très rapide dès qu'il débutait un effort.
Donc, on a quand même vraiment décortiqué sa problématique et essayé de faire un travail préliminaire sur vraiment cette prise de conscience du corps, de comprendre Mathis, en fait, dès qu'on lui demandait de se mobiliser, de faire le moindre mouvement, il disait, j'y arrive pas, c'est trop difficile, je ne sais pas faire, je suis fatigué. Donc, voilà, d'essayer de comprendre qu'il était capable de mobiliser ses muscles et qu'est-ce que c'était qu'un muscle. Donc, on est parti sur des choses très concrètes, très pratico-pratiques et très simples avec Mathis, des jeux de posture où je me mettais dans certaines postures, il faisait la même chose, des postures qui impliquent qu'on contracte certaines parties du corps, et puis essayer de ressentir, bah, est-ce que tu sens qu'il y a un endroit dans ton corps, c'est plus dur qu'ailleurs? Oui, c'est là, regarde-moi quand je fais ça, mon ventre il est dur, est-ce que tu veux toucher? Oui, et toi, quand tu le fais, est-ce que c'est dur? Ben oui, en fait, c'est des muscles, celui-là, ça s'appelle les abdos, voilà, et on a beaucoup utilisé les gommettes, on peut le voir là sur la photo en haut à gauche. Donc voilà, de se mettre dans une posture et de dire où est-ce que je sens qu'il y a un muscle contracté, je mets des gommettes, voilà, quand je fais une flexion, bah, c'est mes cuisses qui travaillent, et puis de prendre conscience qu'il est capable de contracter et de décontracter son muscle, et surtout que c'est ça qui produit le mouvement. Suite à ça, on a pu mettre en place des petits exercices très simples, très ludiques. L'idée, c'était vraiment de changer le rapport de Mathis à l'effort, et surtout qu'il soit en réussite, hein. C'est un enfant qui est très, très sensible à la valorisation, au challenge, voilà, qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, qui était toujours dans passer des niveaux, avoir plus de points, etc. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur ça pour essayer de le motiver. Voilà, et après, il y avait quand même vraiment ce côté dont on a parlé tout au début aussi d'impulsivité, hein. Ça reste à l'heure actuelle une grosse problématique de Matisse, hein, l'impulsivité motrice, le fait que quand il lance le mouvement, c'est toujours de façon très forte, très intense, mais du coup très courte, puisque ça demande beaucoup d'énergie et qu'après il est épuisé. Donc on a déjà réappris à marcher. C'était un enfant qui ne pouvait pas se déplacer quand il est arrivé dans le service sans courir et puis au bout de quelques mètres s'asseoir et souffler. Donc voilà, apprendre à réguler l'effort et puis de le généraliser aussi sur tous les mouvements du quotidien, de se dire que parfois il fallait essayer de lancer le mouvement un peu moins fort, le faire un peu plus doucement pour pouvoir le reproduire plusieurs fois. À présent, voilà, ce travail, c'est quand même sur du long terme, hein. On parle de plusieurs années de prise en charge. Mais Mathis, il est capable maintenant il est accessible à un réel travail de renforcement musculaire. Donc, chaque semaine, il a une prise en charge de 45 minutes en psychomotricité et en individuel, où on travaille voilà, le renforcement musculaire. Il est partie prenante et il fait des progrès chaque séance. En plus de cette prise en charge en individuel, hein, qui a toujours lieu, Mathis, il en a toujours besoin. On a intégré au fur et à mesure de plus en plus de prise en charge collective parce que c'est motivant pour Mathis, hein, être avec ses pairs, être valorisé parce qu'il y arrive et puis aussi pouvoir se servir du modeling et imiter ses pairs qui sont plus en réussite sur certains mouvements. Donc, on a complètement réagencé et repensé son emploi du temps en fonction de cet objectif en y incluant un atelier dédié à la motricité par jour sur des médiations, des modalités différentes chaque jour. Donc cette année, il fait un atelier escalade, il fait un atelier cirque, il fait un atelier sport collectif, il fait la prise en charge en individuel en psychomotricité, il fait du rugby à l'école, dans sa classe ordinaire, puisque c'est un enfant qui, en dehors de l'hôpital de jour, est scolarisé en dispositif ULIS primaire, mais qui fait le temps d'activité physique, de sport, avec sa classe d'inclusion, donc sa classe de CM1, ce qui est très valorisant pour lui. La médiation cirque aussi, hein, qui est quelque chose. Mathis, il évolue dans une famille où l'art est quand même très valorisé. Il joue de la musique, il a l'habitude de se produire en spectacle. Voilà, le cirque, ça a été très porteur pour lui. Il aime se mettre en scène et là, il a pu se surpasser au niveau moteur et faire d'énormes progrès à ce niveau-là. Et puis, comme ma collègue infirmière a pu vous le décrire au niveau de l'alimentation, on voulait vraiment impliquer les parents dans ce travail parce que ça nous semblait indispensable que ce soit généralisé et compris au domicile. Et donc, on a mis là aussi un cahier du sport, donc un cahier de liaison vraiment tourné autour du sport qui fait le va-et-vient entre la famille et le service chaque semaine. Donc, c'est un cahier dans l'idée de généraliser, mais aussi de valoriser les efforts de Mathis et surtout de laisser une trace de ses progrès. Donc, ce cahier, vous voyez, là, je vous ai mis un exemple de page. Chaque semaine, le vendredi, je le remplis avec lui pendant la séance individuelle. On fait le point sur tous les jours. Est-ce qu'il y a bien eu de la dépense physique? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a eu des progrès réalisés?
Parfois, il n'y en a pas. Là, le lundi, la séance d'escalade avait été annulée exceptionnellement. Bon, bah, ça arrive, c'est pas grave, on dédramatise aussi, hein. L'idée, c'est d'en faire le maximum, mais que dans la vraie vie, il y a des fois où on peut pas. Et puis après, sur la séance du vendredi, c'est un peu plus détaillé. Là, sur ce vendredi, c'était écrit 15 flexions normales plus 15 flexions sautées. Enfin voilà, pour Mathis, c'était énorme parce que un an auparavant, c'était 2 flexions et encore, c'était difficile, il fallait poser les mains au sol entre chaque flexion. Là, on est arrivé à 15 plus 15. Enfin, Mathis, c'est quelque chose de très, très valorisant pour lui, qu'on puisse le noter, que ses parents puissent voir les progrès chaque semaine. Pareil, il y a un petit temps de course maintenant qu'on a inclus. On se met d'accord. Combien de temps on pourrait faire? La semaine dernière, on a fait 3 minutes 30. Tu te rappelles, tu avais réussi. Est-ce qu'on essaye 4 minutes aujourd'hui? Oui, allez, on va y arriver. Je mets le timer. On essaye de ne pas s'arrêter jusqu'à temps que ça sonne. Enfin, voilà, on est dans des choses très ludiques et très motivantes et qui fonctionnent. Et puis l'intérêt de ce cahier, c'était vraiment la dernière ligne, là, le petit espace dédié aux parents. Où c'est marqué week-end et que là, on a demandé aux parents vraiment de s'impliquer dans ce travail et d'offrir la possibilité à Mathis de faire une sortie extérieure, sportive, mais au moins extérieure, disons, par week-end et de le noter. Mathis, il a été très, très partie prenante dans ce travail et lui qui refusait de sortir du domicile avec ses parents, autant il peut sortir avec nous volontiers sur le service, autant avec ses parents, c'était quand même très compliqué. Bah, en fait, il a pu être demandeur de dire je voudrais sortir, aller faire une petite balade, aller faire un petit tour de vélo, aller au parc pour pouvoir le noter dans le cahier du sport et être valorisé le lundi en ramenant son cahier. Donc voilà, enfin, on trouve que ces différents cahiers qui ont été mis en place, ça a vraiment été très très porteur pour impliquer la famille, mais aussi Mathis, et qu'il arrive à généraliser ce qu'il était capable de faire à l'hôpital de jour et qu'il n'arrivait pas à faire au domicile du fait de ses rigidités cognitives en lien avec son autisme. Donc ensuite, la dernière partie concernait le travail visant à la généralisation au domicile et au lien avec la famille. Oui, du coup, le lien avec la famille, en fait, les parents de Mathis, comme tous les parents au LAPS, on les voit assez régulièrement sur le LAPS avec le référent et la psychiatre ou le psychologue. Et du coup, c'est une famille avec qui finalement il y a une bonne alliance, avec qui on peut partager pas mal de choses qui sont accessibles à la critique, mais qui aussi peuvent demander, sont demandeurs de conseils. Et en général, voilà, ils peuvent s'en saisir. Et là, ce qu'on a pu travailler aussi, du coup, avec Mathis et sa famille, c'est parti du fait que bah, les parents étaient quand même préoccupés de cette prise de poids et que ça a inquiété voilà, par rapport à sa santé, la prise de poids, il grandissait. Voilà, donc les parents étaient quand même inquiets par rapport à ça, ce qui, je pense, nous a permis d'avoir une bonne alliance, de pouvoir faire des VAD. Ils ont quand même ouvert la porte de chez eux pour qu'on puisse voir comment ça se passait à la maison, qui peuvent nous faire faire enfin, ils nous feront des retours d'expérience du domicile en nous disant bah oui, bah, ce week-end, on n'a pas pu sortir ou on n'a pas fait, voilà. Donc, il y a quand même une bonne alliance avec ses enfants, avec ses parents. La famille est mobilisée par rapport à cette problématique là de Matisse. Et puis, voilà, la mise en place des cahiers a beaucoup participé parce qu'on a bien vu, hein, quand même, c'est la dernière, depuis un an à peu près, depuis qu'on a mis en place ces cahiers avec ce lien famille, institution, avec des fois, ils ont pu nous dire hein, que ça leur mettait un peu la pression, mais en même temps, ils sont bien joués au jeu et voilà, ils s'en sont bien saisis. Et voilà, nous aussi, pendant ces entretiens-là, ça nous permet de valoriser verbalement, hein, face à face, de les valoriser par rapport à tout ce qu'ils mettent en place, par rapport à ce qui peut être fait, et puis de leur évoquer aussi tous les progrès qu'il peut avoir, enfin, que nous constatons, et eux de nous dire également, bah, eux, les progrès qu'ils constatent à la maison. Donc, voilà. Euh, les liens avec les parents, c'est quand même très important. Et voilà. Après, ça a pu se faire avec cette famille parce que c'est une famille qui se mobilise.
qui certes a ses limites, mais qui voilà, se saisit des conseils, essaye de les mettre en pratique du mieux qu'ils peuvent. Donc, il y a eu aussi des liens réguliers hein, avec le service d'endocrinologie, euh, ce qui a pu nous permettre aussi d'avoir des retours sur l'évolution du poids de Matisse et qui nous a permis aussi d'aider à la mise en place d'objectifs un peu transversaux. Euh, et surtout, ces rendez-vous réguliers ont permis, les rendez-vous réguliers en endocrinologie et les liens entre les deux unités et l'enfant et la famille ont permis progressivement à Mathis aussi de prendre conscience de l'évolution de son poids et de sa taille. Et aussi, dans ces accompagnements, la prise de conscience de l'impact de son surpoids. C'est vrai que, par exemple, sur des jeux qui peuvent être faits sur l'unité avec des enfants plus jeunes, bon, bah, il fallait quand même faire le retour parfois à Mathis que pour lui, ça n'était pas possible, par exemple, d'être porté. Ou alors à d'autres moments, le fait qu'il s'essoufflait beaucoup et que notre objectif comme ça, de pouvoir agir sur le sport et sur son alimentation, c'était vraiment dans le but de pouvoir lui permettre aussi d'avoir un mieux-être et de pouvoir avoir aussi accès à d'autres activités. Donc il y a vraiment cette notion de co-construction et de cohérence des objectifs. Et puis aussi, pour nous, c'est important de renvoyer que le regard extérieur du service d'endocrinologie nous a permis de prendre conscience de certaines avancées de Matisse dans des moments où nous avions le sentiment que les choses stagnaient un peu. Stagnaient un peu ou en ce qui concernait la sédentarité de cet enfant et une difficulté à le mobiliser, et aussi dans des difficultés à pouvoir le soutenir dans une alimentation un peu plus équilibrée. Mais bon, finalement, c'est vraiment une prise en charge qui prend du temps et où c'est important d'avoir aussi comme ça ce retour extérieur, puisque là, on voit sa courbe de poids et là, actuellement, Mathis, il a un tour de taille qui est nettement diminué, un tour voilà, avec le tour de taille qui est aujourd'hui à 99 cm. Et on voit aussi au niveau de l'indice de masse corporelle qu'il y a aussi une amélioration progressive à ce niveau-là. Et de façon assez importante. C'est-à-dire que c'est un enfant qui physiquement aujourd'hui, on se rend vraiment compte de cette perte de poids. Et lui aussi, par rapport à l'aisance qu'il peut avoir dans son corps, sur le quotidien, on s'en rend compte aussi. Donc pour finir, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fonctionne? Alors, ce qui fonctionne, à notre sens, c'est d'évaluer dans quel cadre l'obésité se situe. Et donc vraiment ce diagnostic éducatif avec l'évaluation fonctionnelle des compétences de l'enfant, le fait qu'il puisse y avoir des liens entre les différentes équipes permet quand même de recontextualiser le contexte d'affiner vraiment les objectifs euh, dans une individualisation et des objectifs et des moyens en fonction de l'enfant, mais aussi de son environnement, de la possibilité aussi de mobilisation des proches, voilà, l'évaluation du mode de vie. Donc, ce qui nécessite des liens réguliers avec la famille. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est contractualisé sur l'unité, le fait de rencontrer les parents de façon mensuelle. Ça nous permet vraiment de pouvoir évaluer comment la situation évolue. Ce qui fonctionne évidemment sont les liens de coordination, la pluridisciplinarité, les regards croisés entre les professionnels. Et puis aussi la patience, parce que c'est une évolution qui prend du temps et on voit, et ça nous permet aussi de voir que le travail qui a été mené pendant plusieurs années et qui a pris différentes formes pour arriver à une prise d'autonomie de ce jeune et puis aussi une appropriation par ses proches de ses objectifs, eh bien, c'est passé par un certain nombre d'étapes préalables qui ont mis du temps à se mettre en place, mais qui ont pu être opérantes par la suite. Je vous remercie de votre attention.
Alors, je ne sais Voilà. pas, Guénel, si tu avais à compléter. Voilà, non, je crois que c'était pour nous, voilà, donc l'importance qu'a pu aussi expliquer hein, Fatia, c'est finalement de ne pas rester tout seul dans son coin, prendre ce temps initial qui peut paraître au départ nous faire perdre du temps, mais nous en fait gagner beaucoup. Et qu'en définitive, cette prise en charge du poids s'inscrit dans une prise en charge globale de l'enfant, et donc de réussir finalement à ne pas prendre un petit bout de l'enfant entre ses compétences sociales travaillées au sein du LAPS, donc de cet hôpital de jour, et comment finalement sur le plan moteur, sur le plan développemental, ben, cet enfant progresse avec cette prise en charge qui finalement est finalement inscrite puisqu'il est pris en charge en psychomotricité, il voit l'infirmière et comment avec leurs outils et ce qu'ils ont mis en place, ça a permis vraiment d'aider au changement par des ateliers d'ETP en fait, hein, ce qu'on peut faire pour d'autres enfants et qui sont parfois pas toujours évidentes de faire au sein de l'hôpital parce que ce type d'enfant nécessite que ça soit retravaillé très régulièrement. Et donc là, ça s'inscrit dans ces prises en charge quotidiennes, pas à pas. La famille, bien sûr, est partie prenante, mais elle ne savait pas comment faire, hein. Donc, ce travail avec cet enfant, et vous les avez aidés à finalement eux-mêmes à être en capacité de faire, hein. Vous disiez que ben, finalement, il ne savait pas comment introduire ses légumes. À chaque fois, il refusait s'il mettait des recettes nouvelles. Et quand cette recette était faite au sein de l'institution et qu'il l'avait goûtée, qu'il venait avec à la maison, eh bien, du coup, une recette nouvelle était possible. Voilà. Donc, je crois qu'il faut pouvoir aller dans le même sens et travailler et que se dire d'un autre côté, c'est l'obésité et cette cohérence commune, hein, finalement se comprendre nous-mêmes en tant que professionnels sur ses objectifs et ce temps. Voilà, ça c'est très important. Voilà, donc c'était pour éventuellement, si vous avez des questions, des remarques. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou éventuellement à prendre la parole si ça vous semble plus confortable. Moi, j'ai juste un commentaire, le temps que les gens réfléchissent sur la question. Mhm. C'était super, hein, une super complémentarité de ces présentations. Et on voit à travers tout ça un engagement hein, et du sens. C'est formidable. Je me disais, parce que Fatia, tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dit moi-même régulièrement, que l'obésité était un deuxième handicap. Et aujourd'hui, avec le temps, parce que je suis à l'âge où je me retourne souvent en arrière, un peu aussi vers l'avenir, hein, mais souvent retracer cette histoire, et je me dis que est-ce que c'est vraiment un deuxième handicap ou est-ce que ça fait partie du handicap? Je me demande, c'est pas tranché, si on ne devrait pas plutôt dire que c'est une partie intégrante. Et d'ailleurs, c'est une petite discussion qu'on a eue avec la filière déficience où je leur disais dans ce guide formidable, vraiment, que je vous recommande, d'évaluation pluridimensionnelle, puisqu'il y a 10 dimensions qui sont évaluées dans ce guide avec une étude, un travail formidable sur tous les outils d'évaluation. C'est vraiment unique, hein. Il faut qu'on s'en serve parce que c'est magnifique. C'est vrai qu'il manque les troubles du comportement alimentaire. Dans la déficience intellectuelle, on le sait, il y a au moins 2 fois plus et 3 fois plus pour les TSA de troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que voilà, il faudrait le rajouter parce que pour moi, ça fait partie du handicap. Alors ça, c'est un débat, hein. Peu importe, hein. L'important, c'est de s'occuper de ça. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maïté, effectivement. C'est entre l'œuf et la poule et comment on tourne dans le sens. En fait, dans mes propos, quand je pense à ça, je pensais surtout au retour que m'avaient fait les parents quand on s'était intéressé à la vision des parents. C'est que euh, dans le processus, en tout cas, de développement de l'enfant, l'alimentation était une récompense. Donc, au départ, pour certains enfants qui n'avaient pas toujours des problématiques de poids, ah bah tiens, bien réussi ça, tiens, je te donne un petit bonbon, ou tiens, je te donne ça. Et presque, dans certaines histoires, en tout cas que j'ai pu rencontrer, on s'était tellement attaché à faire en sorte que les enfants progressent sur le plan du développement que il est un petit peu gros, c'est pas grave, et à minimiser. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que je disais qu'il y avait cette question, en fait, presque de double peine, de surhandicap. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas si tranché, si clair que ça. Et donc, c'est important, en tout cas pour moi, de garder dans la vision qu'on a du soin, parce que les objectifs aussi en termes thérapeutiques ne seront pas tout à fait les mêmes. Et que ça nécessite qu'on ait des discours nuancés. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Et peut-être pour compléter aussi, nous, on a dans l'histoire développementale d'un certain nombre d'enfants qu'on accompagne, on a aussi des parents qui nous décrivent une entrée dans l'alimentation, dans la diversification alimentaire extrêmement douloureuse, avec parfois des sélectivités alimentaires très très importantes et des angoisses de mort, hein, qui sont liées au fait que leur enfant ne s'alimente pas. Et ce qui fait qu'à un moment, quand l'enfant commence à s'alimenter, c'est extrêmement difficile ensuite de pouvoir réguler cette alimentation parce qu'il y a toujours quand même cette expérience traumatique des premières années où l'enfant parfois ne pouvait pas du tout s'alimenter ou s'alimenter qu'avec des yaourts ou qu'avec des aliments comme ça. Et donc là aussi, je trouve que pour des enfants qui ont eu ce passé-là, la problématique aussi de la gestion de l'obésité, c'est pouvoir aussi rassurer les familles sur le fait que oui, il va falloir réguler et que ça, c'est aussi quelque chose qui est préoccupant, le fait que l'enfant ait un accès comme ça très très important à l'alimentation. Ça me fait penser à ce que tu dis, Julie, de les phases. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, hein, je laisse la parole s'il y a quelqu'un qui a des questions. Non, pour l'instant, non. Non. Ça me fait penser à ces phases critiques, en fait. Il y a effectivement cette phase postnatale. Il y a une autre phase critique qui est la phase de la pubarche, qui est vers entre 3 et 7 ans. C'est aussi une phase critique. Ce sont des phases critiques hormonales, hein, qui définissent en fait des phases critiques développementales. Donc pour la postnatale et l'adolescence, j'aime à dire, vous connaissez mon intérêt pour l'ocytocine, que c'est lié à l'ocytocine. Mais pour la phase de la de la pubarche, là, hein, du réveil des surrénales, je pense que c'est aussi l'ocytocine, hein, pour tout vous dire. Mais voilà, en tout cas, ça concerne la drainage. Et ce sont vraiment des moments de développement. On n'en parle pas assez, mais bon, d'autres feront ce chemin-là. De dire que ce sont des phases où les troubles du comportement alimentaire peuvent être majorés ou apparaître. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est à connaître et que peut-être quand on parle des troubles du neurodéveloppement, comme je le dis, hein, mais on est aussi responsable, on ne regarde pas l'évolution alimentaire. Voilà. Bon, je pense qu'on a. Et Sylvain, on va le regarder. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Bonjour Sylvain. Oui, oui. Bien, bon, bravo, félicitations en tout cas pour tous ces témoignages et cette expertise que vous partagez aujourd'hui. Moi, j'aimerais revenir un petit coup. Alors, d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qui était dit, la place de la famille et comment on la mobilise. On a sur Besançon, en tout cas, une file active, hein, de jeunes déficients intellectuels pour lesquels il y a des troubles d'autisme. Et là, je vais prendre un exemple très concret d'un jeune autiste où le souhait de la famille, c'était l'apprentissage du vélo. Donc, ça a eu lieu cet été où évidemment, la première séance, c'était déjà toucher le vélo, l'aborder, enfin, ne pas ne pas en avoir peur. J'ai pu faire, si je compte bien, à peu près 7 séances cet été avec un apprentissage qui s'est plutôt bien passé. Je pensais que ça allait être plus court, mais il y arrivait de mieux en mieux. Et au moment du transfert à la famille, c'est-à-dire qu'ils reprennent le vélo pour aller en faire à la maison, j'avais profité de l'arrivée du grand frère qui avait l'air d'être rassurant pour tout le monde pour engager la suite. Donc, j'avais pas pu faire de séance avec le grand frère, mais j'avais fait avec la sœur. Et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de bien partir. Un mois et demi plus tard, il revient dans la consultation et en fait, le vélo n'avait pas été touché du tout. La maman me disant que, oh là là, il a eu peur, il voulait pas, c'était très compliqué. Et j'ai fini par aller faire une séance à la maison. Euh, pour me rendre compte un petit peu de l'environnement, du lieu de vie. Le vrai constat, c'était très vite qu'en fait, là où il l'amenait, c'était pas du tout sécurisant pour lui, le lieu de pratique. Il y avait des véhicules qui passaient trop près, trop vite, enfin voilà. Donc on a très rapidement trouvé un parc plutôt sympa et où là, je l'ai remis sur le vélo et sur la séance, il nous a montré qu'il était capable de partir et de faire bon, c'était modeste, mais en tout cas, il y arrivait. Et j'ai revu la maman hier qui m'a dit, ah non, il n'a pas repris le vélo. C'était il y a une semaine et demie, hein. Ah non, il n'a pas voulu reprendre le vélo. Enfin, il pleuvait, c'était compliqué, etc., etc. Et là, je sens bien, en fait, toute la difficulté à aller impliquer cette famille qui aimerait, parce que c'est le souhait de la famille, au début du jeune, mais aussi de la famille, qu'il arrive petit à petit à être autonome sur un vélo. Mais je bloque là sur le fait que
au final, quand je suis là, bah, tout se passe bien. Enfin, il a toujours été un peu porté aussi, hein, ces gamins qui sont dans des structures depuis tout petit, puisque j'ai pas précisé, mais là, il a 14 ans. Euh, Ils ont toujours été un peu portés dans les IME, enfin, dans les structures où ils se trouvent. Là, pour le coup, c'est un handicap intellectuel plutôt léger, hein, donc il est en CLEX, il est même scolarisé dans un collège classique, mais avec sa classe spéciale. Mais pour le coup, je trouve que ces familles qui ont peut-être été aussi souvent habituées à être un peu portées autour du handicap, bah là, ils nous laissent la main. Et sur de l'activité physique ben, quotidienne, ils nous laissent toujours la main, quoi. Ils ont du mal à la reprendre. Et ce que vous avez peut-être, à la suite de votre témoignage, encore d'autres clés. Enfin, comment on fait pour que finalement, il l'amène simplement au parc? Parce que pour le coup, là, il va y arriver tout seul. Mais là, j'arrive pas à ce qu'ils aillent au parc en famille à côté du vélo pour prendre le vélo une fois dans le parc. Voilà, si vous avez quelques éclairages, mais la place de la famille, la mobilisation, je trouve que c'est pas si simple. Peut-être l'équipe du lab, c'est avec l'expérience, hein. Comme... Micro. Céline, on n'entend pas. Non. Ben, moi, je dirais que le cahier de liaison, alors ça a été quand même un des déclencheurs pour enfin, pour mobiliser la famille. Parce qu'autant la famille nous disait, oui, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, que ce soit pour les recettes, que ce soit euh, pour l'activité physique. Mais c'est vrai que tant qu'ils n'avaient pas d'obligation, entre guillemets, ben, en fait, ils ne le mettaient pas en pratique, hein. Pareil, hein, on a eu le vélo où Mathis, les parents ont commencé à vouloir lui faire du vélo. Sauf que quand on arrivait à la maison, il avait un vélo qui était trop petit pour lui. Et effectivement, autour de chez lui, il fallait aller un petit peu plus loin pour pouvoir faire du vélo. Et ça, c'était trop compliqué. Et le fait d'avoir mis les cahiers, alors c'est vrai, hein, c'est un peu contraignant. Ils ont pu nous faire des retours, hein, surtout à Ingrid, elle pourrait en parler peut-être un peu plus. Mais voilà, que c'était le dimanche soir, vite, 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 il fallait écrire quelque chose qu'on avait fait. Mais n'empêche que du coup, ils le faisaient. Ça leur mettait un peu la pression, mais ils le faisaient. Et c'est quelque chose on se rend compte hein, maintenant bah, ils le font un peu de façon autonome. Et ce qui s'était passé aussi, là je pense comme ça, mais Mathis avec nous, le mercredi après-midi, on fait des sorties un petit peu exceptionnelles, hein. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la sortie un petit peu exceptionnelle et on le notait dans le cahier on notait qu'on avait fait cette sortie. Et le fait de l'avoir fait avec nous, en fait, c'était quelque chose qui était de nouveau possible avec les parents. Le fait de l'avoir fait une fois avec nous, à un endroit bien précis, voilà, ça motivait l'enfant pour amener les parents et les parents se sentaient plus sécurisés dans le sens où ben, ça avait déjà été fait avec l'équipe, c'était possible et donc qu'ils pouvaient s'y aventurer finalement. Et alors, voilà, moi, je pense que de notre côté, je sais pas, enfin je pense que Ingrid peut-être elle a des choses à rajouter, mais le cahier, qui est quand même, enfin, en tout cas, ça a bien marché avec cette famille. Et le fait d'avoir eu une première expérience avec nous, sécurisait un petit peu tout le monde. Voilà. Après, moi, ce que je vois là comme ça, mais Et après, moi, si, enfin, je suis d'accord quand même que les cahiers, vraiment, on a surabusé parce qu'on a trouvé qu'avec cette famille, en l'occurrence, ça avait bien fonctionné. Mais quand je pense de façon un peu plus générale à notre pratique et à d'autres enfants du service, parce que bon, là, on a parlé de Mathis, mais on a quand même d'autres enfants qui sont dans cette problématique, en tout cas, de ne pas arriver à généraliser les acquis de l'hôpital de jour à la maison. Moi, j'ai l'impression que finalement, plusieurs fois, c'est passé par l'enfant, parce que finalement, quand on avait envie de mobiliser bah, la famille, si elle n'est pas prête, ça ne marche pas. Et je pense à un autre petit garçon où finalement, c'est lui. Enfin, quand on lui a dit, mais moi, je te demande pour la semaine prochaine de demander à maman d'aller faire du vélo et que on puisse écrire, enfin, te féliciter quand tu vas revenir. Et finalement, de mobiliser lui, ben, c'est lui qui a motivé et qui a sorti sa maman de la maison en disant, non, mais Ingrid, elle a dit qu'il fallait que je fasse du vélo, alors maintenant, tu m'emmènes faire du vélo. Et finalement, ça faisait plein de fois où je recevais cette maman d'entretien en me disant, ça serait bien. Alors, le vélo, c'est un exemple, mais il y avait d'autres choses hein, qui mettent des pantalons avec des boutons parce qu'elle voulait qu'on apprenne à boutonner, mais en fait, elle ne mettait jamais que des joggings, donc on ne pouvait jamais le travailler, les lacets, enfin voilà, plein de choses que c'est des demandes parentales, et puis finalement, ils ne nous donnent pas les outils de le travailler, ou ils ne le retravaillent pas à la maison, eux, enfin,
ils laissent pas l'opportunité à l'enfant de leur montrer qu'ils en sont capables. Et finalement, plusieurs fois, c'est passé par l'enfant. Et là, le cahier de Mathis, finalement, c'est Mathis qui disait le dimanche soir à ses parents, il faut sortir pour que moi, je sois félicité par Ingrid. Finalement, c'est pas les parents qui, au début, proposaient à Mathis de sortir. Donc moi, j'ai l'impression que quand les familles, on n'arrive pas à les mobiliser, finalement, parfois, c'est l'enfant qui va être... Il va être le moteur, oui, en passant par l'enfant, parce que je dois vous dire que le carnet de liaison, moi, ça m'a fait un peu tiquer, hein, parce que ça oblige, hein, mais de prime abord, ça impose, quoi. Et je t'aurais plutôt sur la solution de mobiliser le jeune pour qu'il soit, lui, en demande. Oui, mais c'est un Et, outil. Alors, c'est un outil, c'est-à-dire que ces enfants, justement, ils ont besoin d'un outil et finalement, au départ, le cahier de liaison, ça a été pour pouvoir raconter, que l'enfant raconte ce qu'il a fait. oui. Donc, en fait, là, ça dépend un peu des particularités de l'enfant, si lui est capable. Mais, et peut-être, Sylvain, c'est de pouvoir peut-être proposer à la famille, est-ce que même, finalement, ses parents ne savent pas de faire de vélo, ne sont pas à l'aise? Parce que si l'enfant file sur le vélo et qu'il marche à côté, bah, finalement, peut-être que c'est ça qui les inquiète. Donc, je pense que les freins, tu dois... Voilà, je pense qu'il y a des freins, en effet, là, qu'on n'a pas pu et qu'on n'arrive pas quand on voit que l'enfant. Et peut-être, là, du coup, une autre séance ou plusieurs, mais est-ce que véritablement les parents seront en capacité de l'accompagner pour le vélo? Peut-être pas. Peut-être Oui, que c'est un objectif je te pour rejoins l'enfant. complètement, Gwen, parce que, alors pas dans ce contexte-là, mais dans des IME, dans d'autres contextes, dans le cadre de formation, quand on rencontre les parents avec les équipes, on constate en fait tout le décalage qu'il y a entre la perception qu'a le parent, et enfin, certaines fois ils nous le disent, hein, non, mais on a honte de sortir avec notre enfant au milieu de la rue, hein, pour se balader autour d'un lac, mais les gens qu'on croise nous regardent étrangement, donc ils sont mal à l'aise avec ça. Là, la différence, c'était que c'était le projet de la famille, donc je me disais qu'effectivement, comme c'était le projet de la famille, ça pouvait avoir du sens, mais tu as raison, la sœur et la maman ne savent Oui. pas faire de vélo. Il n'est pas du tout prêt à aller sur la route aujourd'hui parce qu'il en est très, très loin comme objectif et c'est pas l'objectif. Mais oui, c'est difficile dans le temps de la consultation en fait Oui. d'observer ça quand on n'est pas à domicile. Il y a vraiment le relationnel à avoir pour comprendre dans quel C'est sentiment pour ils ça ont que autour de cette c'est prise de quelque chose qui risque. est repris avec l'équipe. Voilà, s'il est en IME et en Ulysse, si c'est repris avec des liens où la famille vient faire le point avec les équipes, voilà, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a des moments, nous, en tant que en consultation, il faut tellement de temps et puis c'est tellement progressif que bah, finalement cette famille qui, si elle est en lien avec la structure, est en confiance ils auront un retour de manière vraiment globale sur leur enfant. De se dire bah, finalement faire du vélo là, c'est aussi important que de faire d'autres choses dans son développement. Et donc bah, certainement que ça sera peut-être entendu là différemment que nous en tant que professionnels du poids. Donc peut-être que voilà, de relayer, des fois on n'y arrive pas, hein, je suis d'accord, hein. C'est décourageant et le tout c'est de ne pas se décourager, en effet. J'aurais voulu rajouter que ça prend du temps quand même. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous présente aujourd'hui avec les cahiers, c'est après quand même de longs mois et de longues réunions pour réfléchir à comment mobiliser, comment lutter contre la sédentarité dans cette situation-là, en particulier chez cet enfant. Donc c'est quand même, on en est passé aussi par de nombreuses remises en question et parfois des moments un peu de découragement où c'est aussi parce qu'on était en lien avec Gwenaëlle qui nous disait mais non, ça va mieux, voilà, qu'on est resté aussi mobilisé. Donc parfois, ça passe par plusieurs types d'outils. Et ensuite aussi, je voulais rajouter que parfois, le tiers est très aidant. Nous, on a une situation où on a beaucoup travaillé parce que c'était un enfant qui présentait vraiment une obésité aussi et qui était en souffrance par rapport à ça. On a essayé de mobiliser nous beaucoup et finalement, le fait à un moment d'orienter vers l'unité d'endocrinologie, ben, c'est ça finalement qui a été le déclencheur après pour que la famille se mobilise et puis puisse faire des activités au domicile. Voilà. Parfois, ça passe aussi par les Après, juste peut-être une dernière petite idée comme ça, c'est parfois aussi d'autres membres de la famille
nous, c'est arrivé, notamment pour Mathis, par exemple, les premières recettes, finalement, c'était le papy qui cuisinait la ratatouille et puis il ne pouvait pas manger de légumes à la maison, mais finalement, avec le papy, c'était un contexte un peu différent, sûrement affectif aussi différent, et puis c'était possible. Donc, je ne sais pas, peut-être ça peut être une piste d'élargir un peu. Est-ce que chez papy et mamie, il y a un jardin, c'est plus simple que d'aller au parc, c'est plus sécurisant, et puis que quand les parents, ils ont plusieurs fois euh, le patient avec papy-mamie qui sont sereins, avec lui en vélo, enfin je vous dis papy-mamie ou la tata qui le prend une fois de temps en temps. Enfin, je ne sais pas du tout la situation de cet enfant, mais je me dis des fois, nous, ça a pu être quelqu'un d'un peu plus éloigné, une personne de confiance, mais qui était moins impliqué dans le quotidien un peu difficile et qui voyait que les problématiques de sortir avec son enfant, mais quelqu'un qui a un regard un peu plus parfois positif sur l'enfant parce qu'il est là dans les bons moments, bah, des fois, ça a pu débloquer. Mais bon, c'est des pistes, je ne connais pas votre patient. Mais je voudrais juste Fatia et ajouter, après Il y a Fatia Stéphanie, avant. après Fatia. je voudrais juste ajouter qu'on voit les limites aussi Ouais. d'intervenir une seule fois à domicile, hein, et en région, on a la chance d'avoir une équipe mobile de SSR qui peut prendre ce relais-là. Et je vois que votre équipe, hein, d'Hôpital de Jour, là, peut également faire des visites à domicile et on est convaincu que ça permet, voilà, d'aller beaucoup plus loin et qu'une visite ne suffit pas et que bien souvent, c'est cette répétition et l'accompagnement des familles sur leur lieu de vie et dans leur contexte qui va permettre vraiment d'impulser le changement. Mais je crois que ce domicile sur ces situations, c'est vraiment un atout qui peut nous aider d'avancer bien plus qu'en consultation. Fatia? Oui. Sylvain, je pense que moi, quand j'ai entendu ton histoire, j'avais deux questions qui spontanément, comme ça, me venaient en tête. C'est que tu as parlé du coup du projet de faire du vélo, mais souvent, tu vois, ils viennent avec une demande. Moi, j'aime bien interroger derrière pour quel besoin, à quel besoin, en fait, ça va répondre pour te permettre de bien cerner finalement la demande. Tu vois, si on n'a pas le besoin de départ, ça me manque un petit peu. Et puis la deuxième chose que tu as dite et que je trouvais hyper intéressante, c'était la question de la sécurité. Et quand même, à ce moment-là, moi, j'aurais envie d'aller interroger les parents sur finalement leur représentation et peut-être à creuser la question des peurs. Parce que c'est peut-être en fait ces deux éléments-là qui te permettraient de pouvoir après ajuster ta proposition avec ces patients-là. En tout cas, moi, souvent, j'aime bien m'arrêter un petit temps puis me dire, attends, qu'est-ce qui me manque parce que là, tu vois, si j'étais en entretien motivationnel, je me dirais, il y a une ambivalence. Et alors Bien là, sûr. il faut que je fasse une technique du reflet pour essayer de renvoyer à la famille, je ne comprends pas, c'était votre demande et en même temps, de l'autre côté, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pour que ça te redonne un pulse pour essayer de reprendre les propositions, tu vois. Tu as raison, je n'avais probablement pas suffisamment interrogé, en tout cas au premier entretien, et avoir tout de suite engagé la prise en charge autour du vélo. Mais c'était verbalisé par la famille, mais derrière, il y a eu de l'ambivalence, en fait. Mais Mm. pas dite, observée, parce que Ouais, je devais ouais, être ouais. le relais. Ouais. Mais ça, tu peux le savoir que parce que tu as expérimenté avant, en fait. Parfois, c'est un chemin par lequel on est malheureusement obligé de Mhm. passer, mais pour pouvoir après avoir le temps de s'interroger, disant, il y a quelque chose qui m'échappe, là, attends, je m'arrête. Et pour moi, c'est ça la richesse de l'équipe pluridisciplinaire, c'est qu'on peut se faire des petits ping-pong et se dire, je comprends pas. Ouais. Mais c'est en tout cas très chouette ce que vous avez fait. Merci à toutes et à toutes les intervenants et la qualité des interventions et des échanges et la qualité de on voit bien la pluridisciplinarité aussi qui est au cœur de tout ce travail et au mois de janvier, donc pour le prochain webinaire. Merci à tous.